Oui, bonjour. Alors, mon nom est Joanne Daou. Je vous remercie beaucoup d'assister à la rencontre aujourd'hui sur la préparation au piquage. Alors, moi, je fais des courtes pointes depuis un peu plus de 15 ans, mais j'ai toujours fait beaucoup d'artisanat. Alors là, je me suis mis aux courtes pointes depuis au moins cette période-là. Et j'aime beaucoup essayer toutes sortes de choses. Alors aujourd'hui, ce que j'ai voulu faire, c'est vous présenter des choses que je fais, que je connais pour se préparer au piquage. Au départ, c'était supposé être un cours à l'exposition, qu'on avait de la pratique et tout, là, mais ici, on va faire le côté théorique. Plus tard, un jour, on fera le côté pratique. Donc, comme je pense qu'en tout cas, il y a plusieurs personnes qui sont là, et si les gens sont membres de Courte Pointe Québec, alors j'imagine que ce sont toutes des personnes qui font des courtes pointes ou la couture du moins. Donc, on sait d'emblée que les projets de courte pointe ou de murales ont chacun leur particularité. Donc, en plus de l'assemblage des blocs puis des bordures, on fait des appliqués, on va faire des collages pour fabriquer des murales. On va choisir le type de batting, le type de piquage, puis les motifs à piquer. Donc, ça demande quand même pas mal de préparation pour en arriver là. Dans bien des cas, il est nécessaire de tracer les motifs qu'on choisit, mais pour d'autres, il est possible de réaliser des piquages sans nécessairement tracer tous les motifs. On parlait tantôt de piquage main libre, alors des fois, on s'en va librement et comme on dit, on laisse libre cours à notre imagination au fur et à mesure qu'on avance. Donc, pour les personnes, il est quand même important de savoir ce qu'on a à faire avant, puis il est utile de connaître différents outils et différentes méthodes qui vont nous permettre de s'adapter au projet sur lequel on travaille. Pour alléger le texte, je vais parler de pièces qui vaut autant pour une courte pointe que pour une murale. Alors moi, je vais m'exprimer en parlant de pièces. J'ai divisé la présentation en trois parties. Donc, dans un premier temps, on va parler des outils de traçage. On va passer ensuite aux motifs de piquage pour terminer avec différentes méthodes avec et sans traçage. Donc, les outils de traçage. Ici, dans cette catégorie-là, j'ai inscrit deux catégories qui regroupent les craies et les crayons. Au niveau des craies, il y a un modèle qui est fait par Clover, qui se tient comme un crayon, puis il y a une petite roulette au bout. Il est disponible en plusieurs couleurs. Vous pouvez avoir du rose, du bleu, du jaune. Moi, je vous recommande d'avoir un porte-craie pour chaque couleur pour pas qu'elles se mélangent. C'est plus facile à travailler aussi. Ce porte-craie-là, il y a une petite roulette au bout et vous pouvez l'utiliser pour tracer sur le tissu. Il est facile d'utilisation, que vous l'utilisiez avec des règles, avec des pochoirs ou avec différents gabarits. Vous avez juste à tapoter ou juste frotter un petit peu le tissu. À ce moment-là, la craie, elle va disparaître. Dans le deuxième modèle, au niveau des craies, on a le coussinet applicateur qu'on rencontre souvent, que c'est des punch pads. On le remplit avec de la craie par l'ouverture sur le dessus, mais il faut le laisser dans sa boîte. Il y a toute une technique pour le remplissage. Il est aussi disponible, vous avez la craie disponible en plusieurs couleurs. Là encore, je vous recommande d'avoir un coussinet pour chaque couleur. Comme ça, les couleurs ne se mélangent pas. Ça disparaît au lavage. Puis, il y a une sorte de blanc qui appelle le blanc ultime qui disparaît avec le fer à repasser avec ou sans vapeur. Fait que vous pouvez utiliser celui-là d'une façon ou d'une autre. Si vous interrompre, vous poser une question. Moi, c'est Chantal. La pâte, moi, j'utilise cette poudre-là pour mettre dans le crayon Clover quand il est vide. Bon. Juste pour dire, c'est sûr qu'elle était juste en blanc puis en bleu, mais ça fonctionne aussi très, très bien. Là. Les fois, les poudres peuvent être un petit peu interchangeables. Là, parce que plutôt que d'acheter des recharges qui sont chères pour rien, là, parce qu'on paye le plastique une deuxième fois, moi, j'ai juste transudé ma poudre. Aussi. Bon, ça se fait, tant mieux. Ça fonctionne très bien.
C'est bon à savoir. Il ne faut juste pas en mettre partout. Ah, ben c'est ça qui arrive. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec. Il y en a qui disent que bon, moi, je n'utilise pas ça parce que ça fait ça revole partout, mais ce n'est pas fait pour taper fort sur le pochoir. C'est fait juste pour passer sur le pochoir. D'ailleurs, ils ont sorti les pochoirs en ligne continue, les full line stencil, justement qui vont avec ces coussinets-là. Puis si vous regardez, bon, à l'adresse qui est indiquée ici, mais si vous faites une recherche avec le terme Full Line Stencil ou avec Pounds Pad, vous allez avoir toutes les informations de remplissage et d'utilisation. Dans un deuxième temps, il y a les crayons fiction qu'on a. Au niveau des crayons, les crayons fiction, c'est de l'encre gel effaçable à la chaleur. C'est disponible en différentes couleurs. Bon, il est préférable d'utiliser les 0,7 parce que les 0,5, c'est pas mal petit sur le tissu, puis ça pogne souvent dedans. Puis, dans les frictions aussi, il y a le friction colors ou marqueurs. Ils ont une pointe feutrée qui ressemble un peu à des crayons feutres ou des surligneurs. Ils disparaissent au passage sur un tissu pâle. Par contre, sur les tissus foncés, c'est plus difficile, puis des fois, ça passe seulement au lavage. Fait que c'est possible que vous alliez avoir tracé une ligne ou un dessin sur un tissu foncé. Vous allez passer le fer à repasser. Il va partir, mais on dirait qu'il reste toujours un petit quelque chose. Ça va partir au lavage. Mais il faut quand même être vigilant avec ces crayons-là. Dans les autres modèles de crayons, qui sont pas mal toujours toutes semblables, qui s'effacent à l'eau ou à la chaleur, on va avoir toutes sortes de compagnies. Il y a les Dritz, Clover, Easy Quilting, les Fons & Porter et autres. Ils sont semblables dans la forme, dans la couleur. Il y en a qui sont à mine avec différentes couleurs. Il y en a qui sont à mine noire. Différents genres de crayons qui sont utiles dans chacun leur domaine. Les crayons mauves, on dirait que les compagnies s'entendent un peu pour dire que, bon, les crayons mauves sont un peu tous pareils. C'est-à-dire, eux autres, ils disparaissent normalement à l'air. C'est pratique parce qu'on n'a pas à s'en soucier. Là. Ils vont disparaître à un moment donné, sauf qu'ils disparaissent plus vite qu'on pense. Alors, si vous décidez de marquer votre tissu avec le crayon qui disparaît à l'air, marquez-en pas une trop grande quantité parce que si vous êtes arrêté dans votre travail, ils vont tous disparaître et vous allez être obligé de tout recommencer. Des fois, on est dérangé dans ce qu'on fait, alors on est obligé de recommencer, c'est pas mieux. C'est pratique quand on a besoin tout de suite. Au niveau de la particularité aussi, il y a les crayons blancs qu'on utilise beaucoup sur les surfaces foncées, sur les tissus foncés. Alors, le crayon blanc, lui, les gens, en fait, ils travaillent bien. La seule différence qu'il y a, c'est qu'on dirait qu'on ne le voit pas tout de suite. Il y a toujours un décalage. On fait notre ligne, on pense qu'on ne l'a pas faite, mais en fin de compte, la ligne, elle existe. Fait qu'il faut juste être un petit peu patient. Il y a des craies, excusez, pas des craies, il y a des crayons qui ont l'air un petit peu feutrés dans le blanc. Il y a différents modèles. Il y a des craies qui sont blanches. Ça fonctionne assez bien. Et ma dernière découverte, je ne sais pas si ça, vous avez essayé ça, mais ça, j'ai découvert ça, moi, sur Amazon. C'est des crayons Wed Fear, ou à peu près, qui sont effaçables à la chaleur. Présentement, j'ai vu qu'ils étaient disponibles chez Amazon sur Etsy. Et vraiment, ces crayons-là, ils vont très bien. Ils sèchent moins vite que les frictions parce que mes amis et moi, on trouve que les crayons frictions, tu t'en sers une couple de fois, puis après ça, on dirait qu'ils sont sèches. Tandis que ceux-là, moi, ça fait déjà un bout de temps que je les ai achetés, puis tu as 5 refils pour chaque couleur, puis je dois dire qu'ils fonctionnent très bien pour le moment. Les conseils que je pourrais vous donner à ce niveau-là, c'est que même si les crayons, là, ils nous disent pour tous les types de tissus, il est toujours préférable de s'en assurer avant l'utilisation. Étant donné que nous, on trace sur l'endroit de notre tissu, c'est important de savoir si le crayon va bien disparaître ou pas. Si vous essayez un nouveau genre de crayon ou essayez un nouveau tissu, à ce moment-là, je vous conseille de faire les essais là-dessus.
Lorsque vous travaillez avec de la craie, ça laisse souvent un résidu sur votre machine. Alors, moi, je vous conseille de nettoyer avec de l'air comprimé puis des petites brosses, là, puis les soins dentaires ou les petits cure-pipes, là, des choses comme ça. Parce que des fois, la craie, ça va laisser. Il y a des fois, les machines qui sont en plastique, il va y avoir un petit peu de jaune parce que la craie était jaune ou un petit peu de bleu. Fait que ça, en nettoyant avec ça tout de suite après, normalement, ça part assez bien. Les craies de tailleur ne sont pas recommandées parce que c'est des craies qui sont faites pour être utilisées sur l'endos. À moins qu'aujourd'hui, il y ait sorti des craies de tailleur qui sont effaçables à la chaleur puis à l'eau comme toutes les autres. Là. Mais la plupart des craies de tailleur, ils sont utilisés sur l'endos du tissu et non pas sur l'avant. Disons que moi, je ne les recommande pas. Mais si jamais vous en avez, vous voulez les essayer, il faudrait faire attention avant de les essayer pour voir si oui ou non, ils réagissent bien sur le tissu. On va passer maintenant à la partie 2, qu'on parle de motifs de piquage. Bon, premièrement, dans cette deuxième partie, on va parler en fait d'un cheminement pour déterminer, pour mener au choix des motifs qu'on désire appliquer sur notre pièce. Donc, premièrement, dans la première étape, moi, je parlerai de déterminer le genre de piquage. Ensuite, on va auditionner les motifs et expérimenter les motifs. Donc, d'ores et déjà, on sait que lorsqu'on fait du piquage, la première fonction du piquage, c'est une fonction liante de matelassage. On a 3 épaisseurs, on les lie ensemble par le piquage. Ça ajoute de la beauté à la pièce. Donc, pour choisir le ou les motifs appropriés, il est important de prendre en considération le genre de courtepointe et ce qu'on veut faire ressortir de celle-ci. À quel usage elle est destinée? On doit se poser certaines questions pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire, puis c'est quoi notre but avec cette pièce-là. Donc, pour commencer, ce qu'on voudrait faire, c'est qu'est-ce qu'il y a à considérer, puis garder en mémoire que le piquage va embellir. Donc, on va diriger nos recherches en répondant à certaines questions. Est-ce que c'est le genre de pièce qu'on désire mettre l'accent sur le piquage ou sur le patron? Parce que dans certains cas, on va chercher un piquage discret parce qu'on va avoir beaucoup d'appliqués, puis on va chercher à avoir juste un piquage discret pour garder l'accent sur les appliqués. Ou encore, quand on est sur un paysage, on va chercher, si on a de l'eau, on va chercher à aller chercher le grain de l'eau, on va aller chercher les nuages, ces choses-là. C'est ce genre de choses-là qu'on va déterminer pour savoir qu'est-ce qu'on veut voir ressortir dans notre pièce. Ensuite, on va se demander, est-ce qu'elle est destinée à un usage intense, comme une doudou? On fait beaucoup de doudous pour les enfants et on sait bien qu'ils vont la traîner pas mal partout. Alors là, on se dit, on va probablement la laver souvent. On cherchera peut-être pas à faire un piquage très élaboré. Par contre, on va vouloir qu'il soit beaucoup plus intense, qu'il soit plus rapproché parce qu'on va laver plus souvent, parce qu'il va avoir une utilisation plus intense. Fait qu'on va aller chercher comme un piquage utilitaire. Il va être plus rapproché. On peut décider de faire un piquage linéaire, ce qui fait plus moderne aujourd'hui dans une courte pointe, les piquages linéaires des formes géométriques. Et on va répéter peut-être le même motif. On va décider de faire un all-over parce que des fois, sur une courte pointe d'enfant ou un autre genre de courte pointe, on se dit, ce n'est pas le piquage qui est le plus important. Ce n'est pas ça que je veux qu'il ressorte le plus. Si je fais un all-over, je fais toutes des feuilles partout, des petits cœurs partout, c'est parfait, c'est beau, puis je suis heureuse avec ça. Donc, c'est ici qu'on doit se questionner. L'autre chose, on va se demander, est-ce que c'est une pièce de démonstration, de compétition? Est-ce qu'on veut l'exposer? Est-ce qu'on veut qu'elle soit jugée lors d'exposition? Est-ce qu'on va la mettre sur un lit une fois par année? Est-ce qu'on va la sortir? Est-ce que c'est une murale qui va avoir au mur? Tout ça, ça vient jouer sur le choix qu'on fait pour déterminer quel type de piquage on désire. L'important aussi, c'est de savoir le molleton qu'on utilise, le batting qu'on utilise. C'est quoi les recommandations du fabricant?
C'est faux de penser que tous les fabricants qui font du batting, ils disent, ben, il faut que tu piques ça à tous les 6 pouces. Non. Il y en a qui ça demande 4 pouces, il y en a qui c'est aux 6 pouces, il y en a que ça peut être plus, il y en a que ça peut être moins. C'est important d'avoir les exigences pour pouvoir déterminer. Si j'ai une exigence de batting aux 6 pouces puis que je veux faire un all-over, bien, je sais très bien que si je peux mettre des petits cœurs, mes petits cœurs ne sont pas obligés d'être à 3 pouces. Je peux les mettre à 6 pouces puis ça va être parfait pareil. Donc, ça nous aide à déterminer la grandeur des dessins qu'on va faire du piquage. Si les molletons ne sont pas tous pareils. Donc, à ce moment-là, voyons, excusez, pas celle-là que je veux. Bon, les molletons étant différents, on peut choisir de travailler avec du coton, on peut choisir du polycoton, de la laine, du bambou, il y a du soya aussi, soya, coton. Ils ont chacun leurs exigences. Alors, c'est important de savoir lesquels on veut utiliser. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile de répondre à toutes les questions au départ. Au fur et à mesure qu'on prend de l'expérience, on a des notes, puis on est capable de répondre à plusieurs de ces questions-là. Donc, il est important de consulter différents outils. Présentement, dans le monde des télécommunications, on a tellement d'outils qu'on peut voir, consulter Internet et tout. Il y a une grande quantité de livres qui existent, qui peuvent répondre à vos besoins. Si on aime faire du walking foot, il y a des livres qui se spécialisent juste pour le walking foot. C'est des formes géométriques, des lignes diagonales, verticales, horizontales. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Il y a aussi des livres qui sont spécialisés, on dit meandering, stippling, bon, etc. C'est quand même des dessins all over que vous pouvez faire partout ou encore dans différentes sections de votre courte-pointe. Il y a aussi au niveau je dirais peut-être plus au niveau spécifique. Si vous aimez faire des dessins plus classiques, qui sont moins des lignes linéaires, bien, il y a beaucoup de feathers. Hein? Les plumes, on voit ça beaucoup sur les courtes pointes. Alors, il y a des livres qui se spécialisent sur les feathers. Et on va souvent voir dans des livres comme ça, on va voir des feathers, ce n'est pas juste le modèle classique de feathers qu'on connaît. Là. Il y a plein de nouveautés avec des swears, là, des sortes de petites affaires, des books. Tout. Il y a moyen de moderniser certains dessins classiques. Et aussi, ce qui nous aide, c'est qu'il y a des livres qui existent pour différents modèles. Si on a 2-3 blocs, bloc A, bloc B, bloc C, bon, on a notre bordure et qu'il y a certains blocs qu'on veut faire ressortir, bien, il y a des livres qui existent pour nous aider à faire ressortir, à piquer, mettons, un rond dans le milieu ou à piquer un rectangle, un losange, puis peut-être faire juste du stippling alentour pour le faire ressortir. Fait que c'est plein d'idées comme ça dans ces livres-là nous aident. On a beaucoup sur Pinterest, c'est sûr, là, mais ces livres-là aussi, c'est le fun Pinterest, c'est le fun de regarder ça, mais des fois, le soir, on est tanné de regarder notre écran, fait que feuilleter un livre, ça fait changement aussi, c'est une bonne chose aussi. Il y a des logiciels de patrons, de motifs de piquage qui existent. Dans le Quilt Maker Quilting Design, là, qui vous offre la possibilité d'imprimer les motifs à la grandeur du bloc que vous désirez, sont faciles d'utilisation, ils se copient rapidement sur votre ordinateur. Présentement, il y a 7 volumes et je vous dirais par expérience, parce que j'ai EQ8, que je les ai tous inclus et ils fonctionnent très bien avec EQ8. Il n'y a aucun problème avec ça. Il est possible de trouver des motifs de piquage à l'intérieur des logiciels de création. On parlait de Q8, là, Electric Quilt, il y a Quilt Pro. Il y a aussi Pro Stitcher Designer qui permet de créer vos propres motifs. Vous pouvez les faire imprimer à la grandeur du bloc auquel il est destiné. C'est sûr que ça nécessite une connaissance des logiciels, des différentes composantes. Puis la langue anglaise, souvent, heureusement, on a un livre Q8 en français. Là, Mme Lefebvre a dit qu'elle en avait reçu. Alors, si vous voulez en commander, elle va être heureuse de pouvoir vous les fournir là, maintenant qu'elle les a reçus. Alors, c'est un très bon logiciel. C'est très intéressant à travailler avec. Je sais qu'elle a fait une présentation à cet effet-là. Pour les livres Q8, effectivement, qui sont disponibles, bien justement, on en a parlé tantôt. Moi, je ne connais pas d'autres logiciels de courte pointe en français.
Je ne sais pas s'il y en a en Europe. J'irai chercher un peu. J'en ai pas trouvé en français. Je pense que EQ8, c'est probablement le plus connu. Puis là, ben, on est chanceux. Ici, on a le livre français qui sont disponibles. Moi, je vous le recommande si vous aimez jouer avec ça ou faire des patrons et tout. Là, je vous le recommande. La deuxième portion, c'est au niveau de l'audition des motifs. Parce qu'on en voit plusieurs, on en choisit plusieurs, on aime plusieurs, mais bon, est-ce qu'on va tous les choisir? Est-ce qu'on va tous les mettre sur notre courte pointe? Qu'est-ce qu'on va faire avec? Alors, d'après moi, je pense que la méthode du plastique transparent, là, qui est en fait un plastique à nappe, que moi j'achète au rouleau, que vous pouvez utiliser pour tracer votre dessin. Et ensuite, vous allez le positionner sur votre... vous allez le tracer à grandeur, vous en avez besoin, et vous pouvez le placer directement sur votre courte pointe, sur votre pièce. Donc, ce que ça fait avec l'image qu'on a ici, c'est que, là, je ne sais pas si on a la même droite et la même gauche, là, d'après mon écran, mais bon. À droite, j'ai un bloc en deux parties. J'ai deux côtés de mon bloc. À gauche, vous voyez mon morceau de plastique que j'ai fait mon dessin. Alors ça me permet de l'appliquer sur mon bloc pour voir est-ce que je vais en faire deux, est-ce qu'il est assez gros, est-ce que je l'élargis, qu'est-ce que je mets alentour, est-ce que je fais mes deux côtés pareils ou si j'en fais juste sur un côté. Ça vous permet de voir qu'est-ce que ça aurait l'air. Donc, moi, je pense que ça, c'est probablement la méthode la plus facile à utiliser, puis c'est probablement peut-être la moins dispendieuse, parce que le plastique, ce n'est pas quelque chose qui est très dispendieux à faire. Je vous conseille d'utiliser un crayon, un marqueur temporaire. À ce moment-là, vous pouvez toujours effacer pour recommencer. Et si vous avez plusieurs dessins, mettons, vous avez le bloc A, le bloc B, le bloc C, vous avez la bordure, ces choses-là, moi, je vous conseille de les auditionner en même temps. Faites-vous faites-vous autant de dessins là, de plastique avec votre dessin, positionnez-les sur votre mur de montage ou en fait sur les blocs que vous voulez faire et regardez-les pour voir qu'est-ce que ça peut avoir l'air les trois ensemble. Suite à ça, c'est les choses que vous avez choisies, les dessins que vous avez choisis, on se demande qu'est-ce qui va avoir l'air piqué. Donc, il faut expérimenter pour le savoir. Je sais que, bon, vous n'êtes pas, les gens qui sont avec nous aujourd'hui, on n'est pas tous des débutants, mais il reste que les gens qui débutent n'ont pas nécessairement, ils n'ont pas tout le savoir que vous avez déjà, que certaines d'entre vous ont déjà. Donc, c'est important de prendre des notes, puis c'est important de faire des essais. Alors, moi, ce que je vous conseille en partant, c'est de faire, si vous avez le bloc A, le bloc B, je vous conseille de faire au moins 2 blocs de plus. Je pense qu'on achète pas mal, je pense qu'on achète toujours un peu plus de tissu qu'on en a besoin dans notre courte pointe ou à peu près. Donc, moi, je vous conseille de faire 2 blocs de plus de chaque, le A et le B, sur lequel vous allez pouvoir pratiquer votre patron à la grandeur que vous avez désirée. Si c'est une murale, ben, au moins les mêmes teintes de tissu pour vérifier le résultat. Vous assemblez vos blocs en sandwich avec le batting que vous avez choisi, avec le tissu du dos. À ce moment-là, vous allez piquer le ou les blocs que vous avez choisis. Parce qu'à cette étape-là, vous avez encore le temps de changer d'idée. Vous n'avez pas commencé à travailler sur votre grande courte pointe pour être déçu. Parce que ça m'est arrivé, puis je suis certaine que c'est arrivé à d'autres personnes. On choisit un dessin, on choisit une affaire, puis là, bon, on ne l'a pas vraiment vérifié. Ah, ouais, ça a l'air pas pire. Puis là, on l'essaye, puis là, tu en fais un, tu en fais deux, tu dis non, non, ça ne sert à rien, j'aime pas ça. Puis tu sais, si tu ne l'aimes pas en partant, tu ne l'aimeras pas demain matin, puis tu ne l'aimeras pas la semaine prochaine. Fait que persistez pas à continuer le dessin que vous n'aimez pas, parce que vous allez passer toute la veillée à le défaire. Parce que c'est long de faire les dessins après qu'ils sont piqués, tu sais, de faire le piquage. Donc, à cette étape-là, vous avez encore la possibilité de changer d'aiguille.
de changer de sorte de fil, parce que des fois, il y a des fils qu'on n'aime pas, il y a des fils qui sont trop gros, la couleur n'est pas bonne. C'est toutes des choses qu'il faut prendre en considération. Le molleton, peut-être que le batting que vous avez choisi, vous avez pris du 100% coton, peut-être que pour celle-là, le laine serait mieux ou une autre sorte. C'est à vous à ce moment-là de faire vos essais. Puis si vous n'aimez pas votre motif à coup qui est fait, rejetez-le, prenez-en un autre, il est en coton. On n'est pas rendu sur la courte pointe. Là. Fait que tant qu'on n'est pas sur notre courte pointe, on peut changer nos motifs. Pour les personnes qui débutent, je vous encourage à garder ces choses-là en note. Dans le sens où, si vous avez aimé avec le batting, avec, bon, peu importe la couleur de tissu que vous avez, là, si vous avez aimé le fil de telle sorte, de telle grosseur, avec telle grosseur d'aiguille, avec tel batting, avec du coton ou avec une autre sorte de tissu, c'est important de les garder en note parce que vous ne serez pas obligé de recommencer ça peut-être à chaque fois. Si vous dites, ben moi, je travaille juste avec du 100% coton, puis je fais juste avec du 100% coton, je travaille toujours avec la même affaire, ben peut-être qu'une fois, vous avez pris en note la grosseur de l'aiguille, la grosseur du fil, la sorte de fil que vous aimez travailler avec, puis vous travaillez toujours avec ça. Il n'y a pas de problème. Mais on peut toujours faire des expériences. Quand on commence à faire des murales, ben, on rentre souvent dans d'autres. Dans une autre catégorie, on va essayer d'autres fils, on va essayer de chercher un peu plus de couleurs, bon, différentes choses. Fait que je vous encourage à vous garder des notes là-dessus, parce que sans ça, ben, on recommence à chaque fois. Ça va jusque-là? N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure, pour poser des questions dans la boîte de discussion. Hein. On surveille, puis je vais interrompre Joanne si c'est nécessaire. OK. Ça va super bien. Au niveau des conseils, je le répète, le maintien, pratiquer le motif choisi sur du papier. Quand on commence à faire du piquage, que ce soit du piquage main libre ou que ce soit un piquage, peut-être pas des lignes droites, là, mais ce que je veux dire, c'est que soit que vous inventiez votre dessin au fur et à mesure ou que vous tracez un dessin que vous avez déjà fait, moi, je vous encourage à, premièrement, le pratiquer sur du papier. Parce que votre cerveau va l'enregistrer, votre mémoire va apprivoiser votre dessin avant de l'exécuter sur votre courte pointe. Et en plus de ça, vous allez vous habituer avec votre dessin, quand vous allez tracer, vous allez dire, bien là, moi, je suis plus à l'aise de le faire à partir de la droite au lieu de le faire à partir de la gauche. Mettez-vous des petites flèches de direction, ça va vous aider. Si vous avez 10 blocs pareils et que, mettons, 10 blocs A et que vous avez choisi un dessin spécial dans les blocs A, pratiquez-le. Il y a aussi des gens qui le pratiquent avec la machine à coudre sans fil sur un papier. À ce moment-là, vous allez voir sur quel côté vous êtes plus à l'aise. Puis je vous encourage à mettre des petites flèches. Ça va vous aider pour savoir quel chemin prendre. Si c'est un piquage main libre, que vous inventez votre dessin au fur et à mesure, ou encore que vous faites du stippling, que vous faites des petits cœurs, puis des ronds, etc., bien, ça vous aide à dire, bien, regarde, moi, là, je le pratique avec mon crayon, puis ça me rentre dans la tête, puis je vais être capable de l'exécuter. Vos yeux, votre cerveau va l'enregistrer. À ce moment-là, ça va être plus facile quand ça va venir le moment de l'exécuter sur votre tissu. Donnez-vous une chance aussi. Qu'on soit débutant ou pas, il ne faut pas penser obtenir le meilleur résultat la première fois qu'on pratique un nouveau motif. T'sais. Même que ça fasse 15 ans ou 20 ans que tu en fais, c'est un nouveau motif que tu commences, ben, tu vas le regarder, tu vas l'analyser, quel bord, tu vas tourner, etc. Je pense qu'il faut se donner une chance là-dessus. On ne fera pas tout du premier coup, puis c'est correct, c'est normal, c'est comme ça qu'on travaille. Puis, consultez Pinterest régulièrement, hein, parce que vous allez trouver beaucoup d'exemples qui vont vous inspirer. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil, mais vous pouvez dire, ah, ben tel genre de courte pointe, ah, j'aime un piquage plus classique, j'aime un piquage plus linéaire. Ah, tiens, je vais m'essayer, je vais faire ça. C'est une mine d'or, Pinterest, pour avoir des idées à pu finir. Hein? C'est une mine d'or. Une question, quelqu'un posait. Est-ce que c'est plus facile de piquer un molleton, à prendre un molleton qui est plutôt mince ou que genre un coton que du polyester quand on commence? Bien, le coton polyester, premièrement, il ne colle pas. La colle 505, elle ne colle pas dessus. Sur le polyester? Le polyester. Ah, OK. La colle, elle ne colle pas dessus. Ensuite, la deuxième des choses, bien,
C'est-tu plus facile? C'est-tu pas plus facile? Non, ça ne change rien que ce soit plus facile ou pas. C'est le résultat qui va être différent. Fait que essayez-le. Si vous aimez le résultat avec le polyester, d'accord. Si vous n'aimez pas le résultat, c'est à vous de choisir. Moi, personnellement, le polyester, je l'ai essayé, je le garde pour des murales. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on lave beaucoup, c'est pas, tu fais un piquage, comment je dirais, c'est peut-être intense, là, mais je ne sais pas, c'est pas la même chose. Puis quand on dit aux gens qui débutent, quand ils commencent à faire des courtes pointes, on dit, donnez-vous une chance. Si vous avez du tissu 100% coton, utilisez du batting 100% coton. Il y a le 80-20 là, qui est très beau, très beau batting. Peut-être ça dépend des compagnies, là, mais le 80-20, il est très bien pour surtout pour les doudous d'enfants qu'on se garde. Là, tu laves ça tellement souvent. Il est très beau, il fait un très beau travail. Là, mais on essaye de prendre. Si vous travaillez en coton, vous prenez du 100% coton. Si vous travaillez dans d'autres sortes, essayez de mixer les sortes. Parce qu'ils n'ont pas voyons, au lavage, ils n'auront peut-être pas la même attitude au lavage. D'accord? Ça veut dire que n'importe quoi, c'est de l'essayer. Moi, j'ai toujours pris du 80-20. Le 80-20, il est super. Mais c'est ça. Moi, juste, quand vous faites, il faut juste penser que la gorge de votre machine à coudre n'est pas immense. Plus vous prenez un batting épais, bien, plus ça prend de place quand vous le roulez. Là. Ça fait que c'est quelque chose à penser. Le 80-20 que moi, j'ai essayé, il n'était pas plus ou moins épais que le 100% coton. Là. Il était pareil. Oui, c'est ça, mais c'est pas prendre du gros batting en polyester qu'on pourrait prendre pour un tapis pour enfants qu'on met à terre. Bien, c'est ça. Tu sais, ça dépend toujours de ce qu'on fait, l'utilisation qu'on va en faire. Je sais bien qu'il y en a qui aiment ça pour faire des courtes pointes d'enfants parce que ça donne un certain volume qu'on n'a pas avec l'autre, c'est vrai. Bon, c'est correct, c'est un choix. Mais normalement, on va dire aux gens de ne pas mélanger. Ensuite, on passe à la troisième partie, ça va comme ça, avec les méthodes avec et sans traçage. Je vais vous interrompre avant que ce soit ce sujet. Il y a des gens qui demandent du batting en laine ou puis que prendre avec de la flanellette. Ben oui, OK. Le batting en laine, effectivement, c'est quelque chose qui se travaille très bien. J'ai des amis qui l'ont utilisé, que ce soit pour piquer à la main ou piquer à la machine, et ça fait un très beau résultat. C'est vraiment, ça a été, mes amis l'ont vraiment apprécié. Moi, je ne l'ai pas essayé, mais ils ont eu un très beau résultat. Puis à la main, c'est plus facile, c'est moins dur d'ailleurs pour piquer avec la laine. Faut penser aussi qu'à ce moment-là, au lavage, il n'y aura pas une grosse différence avec l'autre. Il y a une très belle réaction au lavage aussi. Oui, moi, j'ai vu sur un groupe Facebook dans lequel je suis abonnée, quelqu'un a montré un batting de laine qui avait été mis laveuse sécheuse, là. Ça ressortait de partout. Fait que la laine, il faut vraiment lire les instructions sur le paquet. Il faut lire les instructions. Il faut faire attention au lavage. C'est comme d'autres choses. Hein? C'est aléatoire. Là. Les modèles, les fabricants, ils n'ont pas toutes les mêmes indications. Donc, c'est important de regarder le batting qu'on utilise. Au niveau de la flanellette, c'est qu'il y en a qui vont faire ça. Oui, effectivement, moi-même, je l'ai fait dans une courte pointe, de prendre une flanellette blanche de belle qualité, par exemple, pour mettre entre les deux, parce qu'on disait que c'était moins chaud que le batting pour faire une courte pointe d'été. Puis, je l'ai fait, moi, dans une courte pointe qui avait proche 80-90 ans, que j'ai mis, qui ne sera pas lavé, là, oubliez ça, là, parce que le dessus est vraiment fait avec des restants. Là. Tu sais, ça a été fait là, il y a, je te dis, 75 ans au moins. Là. J'ai mis j'ai fait le dos en coton. Puis, dans le milieu, j'ai mis une flanellette parce que de toute façon, on ne la lavera pas. Et puis, moi, je les ai lavés avant. J'ai lavé la flanellette, j'ai lavé le coton. Ensuite, j'ai fait ma sandwich avec ces 3 épaisseurs-là. Puis, je l'ai piqué à la main pour pouvoir rassembler. Mais là, c'était vraiment une fonction de liant seulement. Puis elle ne sera pas lavée. Là. Fait qu'on va la mettre sur la corde une fois par année là, pour prendre l'air, c'est tout. Là, mais c'est exceptionnel. Ouais, si je peux dire quelque chose pour la flanellette, ça rétrécit beaucoup. Fait que si on la lave avant.
moi, j'en ai même lavez-la 2-3 fois avec de l'eau chaude, torturez-la bien, bien, bien comme il faut pour être sûr qu'elle ne bougera plus après parce qu'il pourrait y avoir vraiment des mauvaises surprises. Oui, puis ça m'est arrivé même après l'avoir lavé une fois ou deux, dans un autre cas. Là, Mais effectivement, c'est du 100% coton. Bon, il y a deux écoles de pensée au niveau des corte-pointes. Il y en a qui disent tu laves tout, puis il y en a d'autres qui disent tu ne laves pas tout. Moi, je fais partie de l'école de tu laves tout. Puis comme tu dis, il y a des flanellettes que des fois, tu vas laver 2 fois. Laveuse, sécheuse, moi, je mets tout là-dedans. Fait que quand je fais une couverture avec, je me dis, regarde, j'en aurai plus de surprise. Puis regarde, c'est arrivé une fois que j'ai eu une surprise. Fait que c'est quand même pas énorme, là, tu sais. Mais effectivement, il y a deux écoles de pensée. Moi, je me dis toujours qu'en lavant avant, tu risques presque plus d'avoir de surprise après. Sauf exception. Parce que tu peux avoir des couleurs que tu peux rester surpris là, après que tu les as lavées, là, la couleur n'est plus tout à fait ce qu'elle était. Même des fois dans du tissu, parce qu'on paye cher notre tissu aujourd'hui. Il a augmenté beaucoup, me semble, dans les dernières années. Là. Fait qu'on se dit, ben, je ne prends pas de chance, je le lave avant. S'il est beau, je vais l'utiliser, puis s'il n'est pas beau, je ne l'utiliserai pas. Mais tout ça, ça dépend toujours aussi du résultat que tu veux. T'sais. Si tu veux t'en aller en exposition, puis il va y avoir des juges qui vont passer dessus, ben, tu vas sûrement être plus vigilant sur ces choses-là. Si tu fais une doudou pour enfant, comme tu dis, qui va se traîner à terre avec, ben là, regarde, c'est pas si grave, là, on va la laver, puis ça va être fini, tu sais. Quelqu'un demande pour la laine, comment qu'on lave? Est-ce que c'est au froid? Est-ce que moi, je me demande, est-ce qu'on lave ça à la main? Ou qu'on lave ça à la machine? Ou ça ne va pas dans la sécheuse? Non, ils l'ont lavé à la machine, effectivement. La mettre dans sa sécheuse, ça, par exemple, je ne suis pas certaine. Oui, c'est ça. Parce que ça dépend du fabricant. Là, et il doit avoir des indications sur le papier. Moi, je ne l'ai pas essayé, mais j'ai une amie qui est là, d'ailleurs, là, qui l'a essayé. Peut-être qu'elle pourrait nous donner la réponse. Ça vient toujours. Faites-vous une mini à côté, faites-y le traitement que vous pensez qu'elle va avoir. Donnez pas un batting en laine à quelqu'un qui met tout dans la laveuse sécheuse si vous n'êtes pas certain que ça peut subir ce traitement-là. Bien, c'est ça. Effectivement. J'ai plus de questions? On continue? Oui. OK. Merci. Donc, on va parler maintenant de différentes méthodes avec et sans traçage. Ici, j'ai divisé quand même en 6 sections parce qu'on a plusieurs. Je suis allée un petit peu plus loin là, que juste ce qu'on fait tous les jours pour pouvoir présenter ce qui existe sur le marché. Donc, au départ, ce qu'on peut faire, c'est toujours tracer sur du tissu. Alors, avec une boîte lumineuse ou encore, ils vendent maintenant les petites tablettes là, comme celle de gauche. Là. Avec ça, vous pouvez directement tracer sur votre tissu avec les crayons appropriés, là, comme on a déjà discuté dans la première partie. Et par contre, c'est effectivement, comme les crayons disparaissent à la chaleur ou à l'eau, il faut faire attention que notre tissu soit déjà bien repassé et qu'on ne le repassera pas après, là, parce que sans ça, notre dessin va disparaître. On a aussi l'utilisation des pochoirs en plastique. Donc, avec les pochoirs, on peut utiliser soit des crayons, soit les craies. Il y en a de différents modèles, tous les pochoirs qui sont disponibles en différents modèles, en différentes grandeurs. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours la grandeur qu'on veut. Mais bon, il y a toujours moyen de s'organiser. Et ça, c'est les pochoirs en ligne continue pour utiliser avec ce qu'on parlait tantôt des pads, là, les coussinets de craie. Alors, ce que vous voyez qui est bleu, c'est comme un filet, un micro-filet. Excusez. C'est un micro-filet, puis les espaces blancs, il y a quand même un petit filet, mais au moins la craie, elle passe au travers. Puis c'est vendu en différentes grandeurs aussi, comme tous les autres. S'il n'existe pas de pochoir sur le marché pour le motif ou la dimension que vous avez besoin, bien, il va falloir penser à produire votre pochoir. Donc, vous pouvez utiliser le plastique transparent que vous aviez tracé votre dessin. En passant, c'est pratique pour les appliquer aussi. Hein? Votre plastique transparent, vous tracez vos appliqués là-dessus. Là. Ça va très bien après pour les utiliser.
Vous calquez, vous faites des photocopies, dépendamment des outils que vous utilisez pour le faire. Puis à ce moment-là, vous allez, si vous choisissez à partir d'un logiciel, vous pouvez le faire imprimer sur votre imprimante à grandeur que vous avez besoin. Je sais bien que souvent, sur notre imprimante, on est avec du 8,5 par 11, là, mais s'il est plus grand que ça, ben, c'est pas grave, on fait du collage. Hein? On est débrouillard quand on fait de l'artisanat, hein? Vous savez ça. Alors, vous pouvez créer vos pochoirs maison. La première méthode que les gens vont utiliser, c'est de faire des pochoirs avec la machine à coudre. Vous faites imprimer votre dessin, puis installez sur votre machine l'aiguille la plus grosse que vous avez et placez la longueur du point au moins à 3, puis vous cousez par-dessus le dessin. Fait que ça va faire des petits trous, la craie va passer en travers, fait que vous allez pouvoir l'utiliser comme pochoir. Mais ça ne fonctionne pas sur toutes les machines parce que moi, ma machine à coudre, si j'enlève, s'il n'y a pas de fil, elle ne coupe pas. Bien, aujourd'hui, on est rendu là. Mais ça m'est arrivé, la semaine dernière, j'ai fait quelque chose, j'avais besoin de faire ça. Puis ce que j'ai fait, j'ai pris ma planche à la wool pressing mat, là, qui annonce un peu partout. J'ai pris mon dessin, je l'ai mis ma feuille là-dessus, puis j'ai pris une aiguille assez grosse, puis j'ai fait le tour à la main avec ça. Fait que là, ça l'a fait des trous sur ma feuille, puis là, j'ai utilisé la craie, le Pounce, pour l'utiliser. Parce que ma machine à coudre brodeur, elle ne veut pas coudre s'il n'y a pas de... J'ai appelé Pénélope, puis elle a dit que malheureusement, ma machine ne coupe pas s'il n'y a pas de fil. Elle ne veut pas marcher. Bien, écoutez, on est rendu là aujourd'hui avec plusieurs machines à coudre parce qu'on a plusieurs machines à coudre qui sont électroniques, donc qui ont des détecteurs. C'est ça. L'autre chose que je pourrais dire, c'est qu'il y a plusieurs personnes aussi, qu'on a une petite machine à coudre pour traîner quand on va dans des cours ou encore dans des retraites. Fait la petite machine à coudre, elle, qui n'est pas électronique, ça fonctionne. Okay. Mais c'est sûr qu'il y a moyen de faire autrement. Hein? On se débrouille avec ce qu'on a. On a des belles machines, mais des fois, qu'est-ce que tu veux, sont trop. C'est ça. Sur le marché, vous allez trouver des feuilles en plastique, qui soient transparentes ou colorées, qui aient des lignes ou pas, ou encore la nappe en plastique, qu'on peut utiliser, la même chose. Et vous pouvez utiliser aussi du freezer paper. Puis sur le freezer paper, vous pouvez faire imprimer. Il y a des feuilles 8,5 par 11 qui existent. Vous pouvez faire imprimer directement là-dessus. Le freezer paper, il est souvent utilisé, là, vous pouvez faire un dessin, si vous voyez l'image ici, vous pouvez faire un dessin comme un gabarit, faire le tour. Vous pouvez l'utiliser aussi, on l'utilise dans les appliqués parce qu'il adhère au tissu. Donc, c'est un outil qui est quand même bon à utiliser. Fait que, comme vous avez fait, comme Madame disait tantôt, que vous avez tracé, à quoi vous avez tracé votre dessin, que ce soit sur du plastique ou un autre sur du papier, vous pouvez le mettre sur votre tapis de coupe, puis prendre un petit X-Acto, puis faire, ou un couteau utilitaire, puis faire des espaces entre les lignes. À ce moment-là, vous laissez des espaces pour pouvoir mettre la craie, puis des espaces qui vont tenir aussi le dessin. Fait qu'on peut toujours se débrouiller avec des choses comme ça. Et pour celles qui ont des appareils comme le Scan & Cut de Brodeur ou encore le Cricut de Cricut & Co., en utilisant des feuilles de plastique avec, dépendamment de la machine, il faut quand même avoir la lame à la bonne hauteur ou encore le papier de congélation, vous pouvez faire découper les motifs. Vous devez suivre les instructions de l'appareil, évidemment. Vous connaissez l'appareil. Vous choisissez au moins le type de ligne pointillée. Normalement, ça devrait. Je sais que le Scan & Cut, vous pouvez choisir le type de ligne pointillée. Le Cricut, je le connais moins. J'imagine que ça se fait aussi. Fait qu'à ce moment-là, la machine, elle va le découper pour vous, puis vous allez l'avoir tout le temps. Vous allez pouvoir l'utiliser n'importe quand après. C'est toujours pratique. L'autre chose, pour faire des lignes droites que vous pouvez utiliser ou faire différentes formes géométriques, vous pouvez, ça c'est souvent avec un pied marcheur, par exemple, qu'on va utiliser ça. Le masking tape, là, le ruban masquage de peintre, c'est très utile. Bon, vous pouvez l'avoir en différentes largeurs, en différentes couleurs, mais là, la couleur importe peu. Vous pouvez même en acheter chez Dollarama. Hein? Ce n'est pas nécessaire d'acheter le plus cher. Là. Il y en a un là, de peintre, là, il est très dispendieux.
dispendieux, le Turtle, je pense, je ne sais pas trop quoi, là, mais ce n'est pas nécessaire d'en acheter un plus cher. Mais au moins, avec ça, ça va quand même vous donner, ça va vous permettre de suivre des lignes droites. Ce que je vous dirais, par exemple, avec ça, c'est, bon, vous pouvez le laisser sur votre courte pointe aujourd'hui, demain, bon, jusqu'à la semaine prochaine, mais laissez-les pas trop longtemps pour pas que la colle, à un moment donné, colle dessus. Là, ça peut arriver que si on est occupé pendant 2-3 semaines, ben, c'est peut-être préférable de ne pas en mettre trop d'avance. Au niveau du piquage main libre, pour les pièces qui ne nécessitent pas de traçage de motifs ou très peu, on pense immédiatement au piquage main libre. Et au piquage main libre, là, avec vous partez, vous faites votre dessin au fur et à mesure, vous n'avez pas rien qui vous embête. Ou vous pouvez utiliser aussi votre pied marcheur avec le guide qui est ajustable. Vous pouvez, entre 2 coutures, l'installer. Si vous faites un motif all over, aux mains libres, il n'y a jamais rien qui vous empêche, même si on dit qu'on ne trace pas, là, il n'y a rien qui nous empêche de se mettre des repères. Si on veut faire un all over, puis qu'on dit, bon, moi, je fais des petits cœurs, mais je voudrais être sûr d'avoir un petit cœur ici, puis un petit cœur là, bien, on peut se mettre un X, 2X, puis lorsqu'on voyage avec notre courte pointe, bien, au moins, quand on sera rendu proche de notre X, on va pouvoir envisager de faire un petit cœur à cet endroit-là. Ou si encore on fait un piquage qui est linéaire avec notre pied marcheur, bien, peut-être que c'est important de vous faire des points de repère, de dire, ben moi, je pars avec une ligne droite, mais je veux quand même me mettre des petits points en quelque part pour être bien sûr là, que je m'en vais bien droit. Puis si jamais je peux me réajuster au moins en m'en allant. Il n'y a rien qui nous empêche de se mettre des repères, même si on ne trace pas tous nos dessins. Le piquage sur papier. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Selon le nombre de motifs à répéter, il est possible que le piquage sur le papier, ça soit votre solution. À ce moment-là, vous devrez produire le dessin autant de fois que vous en avez besoin. Si on a 10 blocs A qui sont simples, puis que je vais avoir un dessin particulier sur mon bloc A, bien, je vais faire imprimer 10 pages. À ce moment-là, l'utilisation du piquage, il faut que vous fassiez attention parce que vous allez avoir à déchirer le papier par la suite. Fait qu'il y a différents papiers qu'on peut utiliser. Il faut que vous travailliez là, aux mains libres avec ça, puis que le point soit très petit pour faciliter justement pour enlever le papier. Vous allez sûrement avoir besoin des pinces à cils ou des pinces à sourcils là, pour enlever des résidus de papier. Si c'est trop fin, vous allez devoir gratter, mais bon, ça fait une belle job, ça fait quelque chose de très précis. Ce n'est pas obligé de faire tout le temps, mais surveillez la pointe de votre aiguille, par exemple, parce que là, vous traversez le papier, donc peut-être qu'on peut changer d'aiguille plus souvent, dépendamment de ce que vous faites, s'il y en a qui vont s'user plus vite. Je vous interromps. Hélène, vous avez levé votre main. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ou une question à poser? Directement. OK. Donc, pour calquer à la main ou encore pour imprimer avec une imprimante, là, un dessin que vous désirez faire, à part du papier blanc ordinaire, qui est quand même un papier, là, le papier d'imprimante qui est quand même un peu plus rigide que les autres, là. Il y a le papier à fondation, le foundation paper, il y a différents modèles, différentes sortes. C'est déjà un papier facile à détacher parce qu'on l'utilise pour faire souvent du paper piecing. Donc, si vous piquez par-dessus, il va être facile à détacher. C'est sûr que plus vous piquez petit, plus que les lignes sont rapprochées, bien là, vous allez devoir gratter ou prendre une pince à cils pour l'enlever, c'est sûr, mais il reste que c'est un bon support à utiliser. L'autre chose qui arrive aussi, c'est le papier jaune, là, qui est un peu, qu'on appelait déjà plus d'oignon ou quelque chose du genre, là. C'est quelque chose qui n'est pas facile à mettre dans l'imprimante parce qu'il n'est pas assez épais. Alors, le petit truc, là, pour le mettre dans votre imprimante, c'est de le coller sur une feuille blanche ordinaire. Coller en haut, coller en bas, puis vous en faites passer juste une à la fois, par exemple, parce que pour être sûr que ça ne bloque pas dans votre imprimante, mais ça demeure un bon choix. Ça s'enlève bien, ça se déchire bien.
Donc, c'est facile d'utilisation. Il y a toujours le freezer paper, comme on a parlé tantôt. Vous pouvez faire imprimer votre dessin directement dessus et vous allez pouvoir piquer directement dessus. Par contre, si vous faites imprimer 10 dessins pareils, ben c'est sûr que vous ne le réutiliserez pas. Fait que le freezer paper serait probablement plus facile d'utilisation avec l'exemple qu'on voit ici. Mettons la fleur, bien, vous découpez une fleur puis vous la changez de place au fur et à mesure que vous vous déplacez. Vous n'êtes pas obligé d'en faire imprimer 10-12. Puis il y a le press and seal. Bon, le press and seal, ce n'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez imprimer, c'est sûr. À ce moment-là, mais par contre, ça trace très bien. Alors, pour tracer, puis ce qu'il y a de fun avec le press and seal, c'est que vous allez le mettre sur votre tissu, il va coller tout de suite, mais il est dur à enlever. Moi, j'ai fait l'expérience de ça, puis la pince à cils, là, n'est pas juste pratique, elle est nécessaire. Ça, je peux vous le dire. Mais ce qu'il y a de fun avec le press and seal, parce que des fois, on arrive à des endroits sur notre ordinateur, dans des sites, on ne peut pas faire de copier, on ne peut pas enregistrer, bon, à moins de faire une capture d'écran, etc. Mais ça, vous pouvez le coller directement dans votre écran puis tracer votre dessin direct dans l'écran. C'est pratique pour ça. J'ai une question, c'est Chantal. Est-ce que le press and seal, vu que c'est comme un plastique, il faut vraiment s'assurer que notre crayon il est sec pour pas que ça transfère la marque du crayon sur le tissu? C'est sûr que dans tous ces cas-là, quand tu travailles avec du papier, peu importe le papier, il faut que tu t'assures que ton encre soit très sèche avant de l'utiliser. Tu sais, tu es à la dernière minute, il te manque un dessin, tu le fais imprimer sur ton imprimante, bien, il va falloir que tu attendes un peu, puis tu le brasses pour être sûr qu'il est sèche parce que… Oui, tu ne prends pas un crayon à mine, là, parce que ça va transférer, c'est sûr. Non, ça, c'est sûr, tu ne prends pas. La même chose sur du papier, que ce soit du papier… que ce soit le papier jaune, là, ça, là, le papier jaune, si tu prends un crayon à mine, là, ben, ça va salir ton tissu. Oui, demandez-moi pas comment je le sais. Ben oui, ben c'est ça, on l'essaye, on le sait, tu sais. Fait que les crayons qui partent, là, les crayons bleus, là, les crayons qui partent sur le tissu, ces choses-là, on peut écrire sur le papier avec. On est sûr qu'il va disparaître, celui-là. Ouais, les Sharpies sont pas mal bons aussi d'habitude, c'est pas mal permanent. Ça, moi, j'ai jamais eu de problème avec les Sharpies, ça ne transfère pas. Mais tu sais, un stylo bic, là, c'est pas l'idéal. Non, c'est pas l'idéal, effectivement. Moi, j'essaie de toujours utiliser des crayons qui disparaissent à l'eau ou à la chaleur. Justement parce que ça m'est arrivé d'être obligé de changer un bloc dans le milieu d'une courte pointe. Tu sais, ça arrive des choses comme ça. On le sait après, mais tu sais, si on peut l'éviter, tant mieux. Sur le marché, il y a la compagnie Quilting Made Easy qui fabrique des motifs de piquage sur papier. Ils sont prêts à l'utilisation. Ils sont vendus en rouleau, c'est pratique pour les bordures, bon, puis ils sont vendus en feuilles. Puis ce qu'il y a de beau sur ces patrons-là, en fait, c'est qu'ils sont faciles d'utilisation parce qu'il y a un sens de déplacement. Il y a des petites flèches. Si vous regardez sur la fleur à droite, là, il y a des petites flèches qui sont là. Fait que tu sais où commencer puis tu sais où finir. Fait que ça t'aide dans ton motif. Ça ne t'empêche pas de le pratiquer avant pour voir si tout va bien. Mais moi, je dirais que les dimensions sont quand même limitées. Mais il n'y a rien qui vous empêche d'en avoir quelques-uns puis de les adapter. Ou si vous faites les vôtres, ben c'est pour ça que je vous dis, mettez-vous des petites flèches, mettez-vous des points de repère, mettez-vous des lignes en quelque part pour pouvoir l'appliquer après ça sur votre motif, sur votre bloc, c'est-à-dire. Fait que sur votre bloc, vous allez aussi mettre des points de repère, bon, un au centre, les 4 points, dépendamment du dessin que vous choisissez. À ce moment-là, vous allez pouvoir vous enligner puis pouvoir faire votre dessin sur ces feuilles-là ou sur un autre genre de feuilles. Dans un autre ordre d'idée, pour les gens qui ont un quilting frame, il y a la possibilité d'utiliser des pantographes. Des pantographes, c'est, on met ça sur un métier, c'est sûr, avec une machine à coudre, un mid-arm, long-arm, il y a des machines domestiques, qu'il y ait un régulateur de points ou qu'il n'y en ait pas. C'est possible de les utiliser, qu'ils soient en plastique ou en papier ou en bois. Ça permet de faire un all-over ou de faire quelque chose de particulier là, sur une bordure. Ça fonctionne parce que sur le quilting frame, on a un chariot sur lequel est la machine et c'est la machine qui se déplace. Hein, ce n'est pas le tissu qui se déplace, c'est la machine qui se déplace.
Donc, on voit ici la machine. À l'arrière de la machine, il y a un stylus, là, un stylet qui est accroché sur le chariot de la machine et qui se déplace, que vous déplacez dans les rainures. Évidemment, il faut avoir autant de sections de pantographe pour toute la largeur de courte pointe que vous avez à piquer. C'est une méthode de travail. C'est une façon d'apprendre à travailler avec le quilting frame. Avec avec le quilting frame aussi, vous avez la possibilité de travailler sur du papier, soit des motifs, soit que ce soit un pantographe que vous faites installer en arrière, ou par contre, vous pouvez utiliser à ce moment-là un laser. Ce n'est pas un stylus. Bon, ça, c'est un modèle qui vient de Grace Company, mais il y en a d'autres modèles aussi qui sont des fois les nouvelles machines qu'on achète, les nouvelles long arms, si je peux dire, qui sont toutes équipées. Ils ont probablement le laser qui est déjà intégré. Là, fait qu'on n'a pas à acheter un laser supplémentaire. Mais encore là, on peut utiliser un genre de papier avec un laser. On peut aussi l'utiliser ici pour faire un seul bloc. À ce moment-là, pour produire sur un seul bloc, ce qui est important, c'est bien, si vous voyez le point de laser qui est au centre et la machine qui est au centre du bloc, pour être bien certain que là aussi, on se met des repères, être bien certain que les coins de mon dessin ne sortiront pas à l'extérieur de mon bloc. À ce moment-là, il faut s'enligner avant, puis quand on est prêt, bien, on part, à ce moment-là, on peut faire le bloc avec le laser. Pour votre information, la première fois que je l'ai essayé, moi, c'est pareil comme si j'avais le Parkinson. Mais bon, depuis ce temps-là, je vais de mieux en mieux. On s'habitue. Bon, c'est d'autres méthodes de travail, mais c'est des choses avec lesquelles on s'habitue. Aujourd'hui, on a des règles de piquage. Bon, depuis quelques années, là, on a vu apparaître sur le marché différentes formes de règles, des gabarits de piquage pour les machines à piquer. Parce que celles-là viennent déjà avec un pied, avec une règle. Ces formes-là sont assez épaisses pour pas qu'ils glissent sous le pied lorsqu'on travaille avec. Maintenant, les manufacturiers, ils n'ont pas arrêté cela, ils n'arrêtent pas le progrès, ils ont dit, bon, ben nous autres, on va en faire aussi pour les machines à coudre domestiques, parce que c'est quand même pas tout le monde qui a des long arms, une machine long arm. Donc, ils ont fait des pieds, des pieds pour les règles, là, des ruler foot, pour les différents types de machines domestiques. La façon qu'ils calculent ça, c'est qu'ils appellent ça, bon, soit la tige qui soit longue ou qui soit courte, le low ou le high shank. Là. Ça, il faut déterminer. Donc, on a un petit tableau ici pour savoir si c'est un high ou un low à partir du centre de la vis de la plateforme. Vous pouvez vous informer aussi. À partir du centre de la vis jusqu'à la plateforme, si on parle d'un demi-pouce, on parle d'un low, si on parle d'un pouce, on parle d'un high. Moi, je vous le dis, informez-vous aussi auprès de votre marchand de machine à coudre. Ça se peut que votre pied vous coûte plus cher que vous l'achetez sur Amazon, c'est vrai, mais il reste qu'il va être fait pour votre machine et il va fonctionner pour votre machine. Moi, j'en ai acheté deux parce que j'ai un high shank. J'ai acheté un high shank, ça ne marchait pas. Il a fallu que j'achète un low shank puis que je m'organise. Maintenant, ça va bien. Mais il faut faire l'expérience. Fait que c'est important de vous informer à votre marchand de machine à coudre. Si je peux interrompre, moi, je l'ai essayé là, pour la règle. J'ai acheté moi, j'ai une high shank special là, parce que l'aiguille est pas l'aiguille est plus loin aussi. C'est comme dans n'importe quoi. Le pied, la photo, c'est comme le pied générique un peu. Moi, j'ai essayé ça avec ça, je n'ai pas trippé. Après ça, j'ai acheté le pied que mon fabricant de machine à coudre avait développé pour les règles. Lui, il y avait un spring dedans. Ça allait un petit peu pas mal mieux. Tout d'un coup, j'étais meilleure. Ça ne vaut pas nécessairement la peine toujours aller pour le prix le plus bas là, pour ces équipements-là. Là. C'est sûr que ça va coûter peut-être 50 au lieu de 30, là, mais moi, ça fait vraiment une différence. L'autre, c'est mon backup, je pourrais le perdre, puis ça ne me ferait pas. Bien, c'est exactement ça. C'est pour ça que, tu sais, des fois, on se dit, c'est pas grave, il n'est pas cher. Bien, c'est pas grave, il n'est pas cher, mais il ne donnera pas le résultat que tu voulais non plus. Tu sais. Moi, en tout cas, il y en a un avec lequel je n'ai pas été capable de l'utiliser. J'ai une machine avec laquelle je n'ai pas été capable de l'utiliser, là, mais avec l'autre, ça a bien été. Il faut enlever les griffes, il faut positionner l'aiguille, il faut qu'on soit capable de positionner l'aiguille bien au centre du pied pour être sûr d'avoir le quart de pouce partout, parce que sans ça, tes mesures n'arriveront pas. Ensuite, il faut que tu descendes le pied, puis il faut que ça soit aussi facile de le déplacer que quand tu es en main libre. Là.
Parce que tu vas être en main libre. Il faut que tu bouges tout ça. Il faut que ça marche ensemble. Il ne faut pas que ça te jambe en nulle part là, quand tu pousses là-dessus. Parce qu'il faut que tu tiennes ta règle, il faut que tu tiennes ton tissu, il faut que tu suives le dessin. Là. Fait que faut que tu te donnes. Je dirais ça, il faut que ce soit facile. Il faut que tu donnes de la facilité. Tu sais. Si tu ne travailles pas avec les bons outils, ça n'ira pas bien. Tu sais. Ce n'est pas si facile que ça, c'est ça à déplacer. Puis, si jamais, je ne vous empêche pas de l'essayer, il y en a des pieds, on paye 6 piastres, là, ça ne vaut pas la peine de s'en passer, comme on dit. Là. Si votre machine ne prend pas bien le fil du dessous, là, elle passe des points là, quand vous travaillez, c'est parce que le pied il est justement trop haut. Ça va prendre quelque chose qui va être mieux ajusté. Puis, il faut toujours descendre votre pied avant de sortir le fil. Toujours faire attention à ça. Il y a différentes compagnies là, qui sont disponibles. Il y a des vidéos qui existent sur Internet. Puis, vérifiez auprès de votre marchand de machine à coudre ou de magasin de tissus ou quoi. Il y a des cours qui se donnent régulièrement. Ça vaut la peine d'apprendre à travailler avec. C'est peut-être quelque chose que vous allez aimer travailler avec. Il y a des gens qui n'aiment pas ça parce qu'ils sont habitués à leur méthode, puis utiliser ça, ce n'est pas plus le fun que ça. Mais ça peut être intéressant aussi. Ça fait changement. On fait quelque chose de nouveau. C'est plus linéaire, c'est sûr. Il y a bien des dessins, là. Il y a toutes sortes de gabarits. Hein. Il y a des ronds, il y a des cœurs, il y a toutes sortes d'affaires. Fait que vous pouvez très bien l'utiliser. C'est plaisant. En tout cas, moi, je l'ai essayé et j'ai trouvé ça plaisant. J'en mettrai pas partout, c'est sûr, mais il reste que c'est plaisant. Au moins, ça fait quelque chose de nouveau qu'on a appris. Et je dirais la méthode ultime, pour moi, c'est un système automatisé qui est composé d'un métier à piquer qui va être avec une machine assistée par ordinateur. C'est sûr que c'est plus cher à l'achat parce que les personnes qui possèdent ça, normalement, ils vont faire du piquage pour les autres. Ils ne vont pas faire du piquage juste pour eux autres. C'est des professionnels qui vont faire du piquage pour les autres. J'entends souvent des gens qui vont dire « Ah, ben rendu là, c'est plus de la courte pointe. » Rendu là, je trouve qu'on les dénigre un peu là, de dire « Ah, ben là, rendu là, c'est pas eux autres qui le font. » C'est vrai qu'ils ne feront pas le travail manuel qu'on fait pour faire le piquage, qu'on fait normalement, qu'on travaille sur une table ou qu'on travaille avec une machine qui n'est pas assistée par ordinateur, c'est vrai. Par contre, ces gens-là, là, ils doivent avoir, même si la machine est là et elle fait le piquage, il faut qu'ils choisissent le motif. Il faut qu'ils choisissent le fil, il faut qu'ils choisissent les couleurs. Et en plus, il faut qu'ils s'assurent de la qualité de l'exécution. Puis les points, parce que lorsqu'ils vont dans une exposition, si c'est vous qui faites piquer votre courte pointe ou si c'est eux qui présentent leur courte pointe, qui ont piqué eux-mêmes, tu dois mentionner que ça a été fait avec une machine assistée par ordinateur. C'est souvent d'une catégorie particulière. Hein, ils échangent de catégorie à ce moment-là parce qu'ils ont des points. Et les juges, ils vont regarder ces points-là. Ils ne regarderont pas juste les blocs qui ont été faits, là. Ils jugent sur la qualité de l'exécution, le choix du dessin, le choix du fil, etc. Ils jugent là-dessus. Donc, il ne faut pas, comment je dirais ça, il n'y a pas de honte à faire ça. Il n'y a pas de honte non plus à avoir une courte pointe, puis l'exposer, puis qu'elle ait été faite par un professionnel. Vraiment pas. Faut pas des fois, je vois des commentaires, puis je trouve ça de valeur de voir ces commentaires-là. Parce que ces personnes-là, là, qui, en plus d'avoir les mêmes connaissances de base que nous autres, de savoir bon, qu'il faut qu'ils soient capables de faire des courtes pointes, qu'il faut qu'ils connaissent le fil, il faut qu'ils connaissent les aiguilles. En plus, il faut qu'ils connaissent la machine, il faut qu'ils soient capables de la diriger. Je trouve ça malheureux de dénigrer, de dire ah ben on sait bien, c'est pas elle qui l'a fait. Je pense que ce n'est pas correct de dire ça de ces personnes-là. Moi, en tout cas, je trouve ça de valeur d'entendre ça. Peut-être que le travail manuel n'est pas là, mais bon, ils ont quand même un gros travail à faire. Puis je vais vous dire, par expérience, là, moi, j'en ai fait bien des sandwichs. Puis présentement, j'ai un frame. Puis quand j'installe mes affaires sur mon frame, il faut que j'aille mes connaissances, il faut que mes affaires soient droites pareil, puis il faut que ça arrive, puis ça prend du temps, la même affaire, puis la machine, c'est moi qui la dirige, tu sais, à la main ou à la machine, là, il y a du travail à faire. Pour finir, moi, ce que j'aurais envie de vous dire, ça serait
Essayez différentes méthodes. Vous allez voir avec laquelle que vous êtes le plus à l'aise. Il y en a qui aiment ça travailler sur du papier. Des fois, là, sur une même courte pointe, vous allez avoir différentes méthodes. Vous allez travailler avec des règles, vous allez travailler avec du papier, vous allez dessiner. Il n'y a pas de honte à tout utiliser ce que vous pouvez utiliser pour travailler. Le piquage, là, il faut que ce soit un plaisir. Il ne faut pas que ça soit une corvée. Si ça ne fonctionne pas, là, soyez à l'écoute de vous-même. Si vous êtes stressé, vous êtes toute poignée dans les épaules, là, regarde. Prenez un break, recommencez demain si ça ne marche pas aujourd'hui. Quand ça ne marche pas, laissez faire, faites d'autres choses. Hein. On va dire, comme on dit souvent, quand on fait des courtes pointes ou quand on fait de l'artisanat, on a toujours 2, 3 projets, peut-être plus, en même temps. Alors, tiens, tu en as un que tu fais du montage. Ben, aujourd'hui, ça ne va pas bien sur le montage, on va essayer du piquage. Si ça ne marche pas bien sur le piquage, ben garde, on va aller prendre une marche. Tu sais, quand ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Persistez pas. Si vous n'aimez pas votre dessin, persistez pas. Moi, ce que je vous demande de garder en mémoire, je dis toujours ma règle des 3 P parce que, bon, je ne l'ai peut-être pas inventé, mais c'est quelque chose que j'applique et que je dis à tout le monde. La pratique, c'est la base. La patience, c'est très important. Si vous commencez quelque chose puis vous garochez tout, que ce soit dans la courte pointe, dans le tricot, dans la peinture, ça ne vaut pas la peine. Si vous n'avez pas de patience pour le faire, ça ne sera jamais à votre goût. Puis il faut persévérer. Il faut essayer. Essayez différentes méthodes. Essayez de dire, ben regarde, les règles, ça n'a pas été, pour Chantal qui disait tantôt, les règles, bon, ça n'a pas été une réussite, mais après, bon, elle a essayé d'autres choses. Ah là, ça va beaucoup mieux. C'est comme ça qu'on apprend des nouvelles choses puis qu'on pratique des nouvelles choses. Je trouve ça important. Pour moi, en tout cas, la pratique, la patience et la persévérance, c'est 3 choses importantes dans tout ce qu'on fait. Moi, je n'ai pas la prétention de tout savoir puis de tout connaître parce que ça fait juste 15 ans à peu près que j'en fais. Il y en a que ça fait 30, 40 puis 60 ans, hein, youpi. Mais ça me fait plaisir de partager ce que je sais parce que j'aime ça. C'est quelque chose que j'aime. Je suis toujours à l'affût de trouver des nouvelles choses puis d'essayer des nouvelles affaires. Avec la technologie qu'on a aujourd'hui, là, on peut accéder à des millions d'informations. Donc, c'est à nous d'aller chercher nos informations, de se tenir informés. S'il y a des gens qui ont moins de facilité avec les ordinateurs, avec les tablettes, puis que des fois, on est tanné aussi de regarder un écran, là, c'est le fun, là, regarde, à l'épicerie, il va en avoir, au dépanneur, il y a des revues, il y a des livres qui existent, vous pouvez vous abonner, les recevoir à la maison, vous allez avoir plein d'idées. Fait que je pense que, moi, je dis toujours, c'est pas les idées qui manquent, c'est sûrement pas le tissu qui manque non plus, mais on va manquer de vie parce qu'on n'aura pas le temps de passer à travers tout dans la vie qu'on a présentement. Il va falloir en avoir d'autres pour finir ça. Fait que j'espère que ça a été utile pour vous, peu importe votre niveau, que ce soit débutant ou des gens très habitués avec beaucoup d'expérience. Je vous remercie pour votre participation. J'ai inscrit mon adresse de courriel si jamais il y a des gens qui veulent communiquer avec moi pour avoir différentes informations. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci, au revoir. Merci, bye bye.